Bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième partie du webinaire de BCF sur la COVID-19 et les défis des employeurs. Je me présente, mon nom est Mélanie Soriol, je suis associée chez BCF. Depuis 2 semaines, nous tenons ces webinaires de façon hebdomadaire. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, vous avez accès à la partie 1 et à la partie 2 sur le site web de BCF ainsi que sur notre page LinkedIn. À chaque jour, les employeurs nous font part de nouvelles problématiques et qu'ils doivent opérer dans un nouveau cadre avec des nouveaux programmes. Aussi, depuis notre dernier webinaire, les employés qui travaillent en télétravail ont beaucoup augmenté. Les employeurs ont malheureusement dû faire de nombreuses mises à pied. Certains employés se sont vus réduire leurs heures de travail ou encore leur salaire. Des entreprises qui sont considérées comme étant essentielles doivent apprendre à opérer dans les nouvelles règles sanitaires. Toutes ces nouvelles réalités amènent plusieurs questions. Mes 2 associés, M. Geneviève Baudin ainsi que M. Nicolas Thériault, s'entretiendront avec vous pendant les 30 prochaines minutes pour répondre à certaines de ces questions. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous lors des webinaires précédents, je prends quelques minutes pour vous présenter Maître Nicolas Thériault, qui a une vaste expérience en droit du travail et qui, au fil de sa carrière, a fait l'objet de plusieurs reconnaissances, la plus récente étant de s'être fait décerner par le Barreau du Québec le titre d'avocat émérite. Maître Geneviève Baudin pratique depuis près de 20 ans en droit du travail. Tous les deux enseignent à l'École du barreau aux futurs avocats et avocates. On va reprendre le même fonctionnement que lors des webinaires précédents. Donc, via la plateforme, je vous invite à nous envoyer pendant la diffusion de notre webinaire vos questions et nous tenterons de répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Baudin et à Mme Thériault. Merci, Mélanie. Oui, bonjour, merci Mélanie. Alors écoutez, nous sommes évidemment face aux enjeux de l'urgence de la COVID-19 et comme vous pouvez voir, on a un certain nombre de sujets dans le temps qui nous est alloué ce matin. On va s'assurer de vous donner l'essentiel pour chacun. Le premier, évidemment, quelque chose qui a suscité énormément de questionnements au cours de la dernière semaine, c'est-à-dire la conformité aux programmes fédéraux. Ensuite, un enjeu majeur qui est celui, doit-on procéder à des mises à pied ou doit-on y aller licenciement? On va faire les distinctions qui s'imposent. Enfin, toujours dans cette première partie, il y a le maintien de certaines opérations, il y a le déplacement des salariés, parce que les salariés sont appelés dans certaines situations, évidemment, à avoir des éléments de mobilité et des enjeux qui se posent à ce moment-là. Et évidemment, se pose la question du pouvoir des autorités. Dans une deuxième partie, on examine l'obligation de loyauté en période de mise à pied. Qu'est-ce qu'il y en est? Comment est-elle modulée? Et enfin, un sujet qui revient, et vous allez voir pourquoi il est drôlement d'actualité, qui est celui, est-ce que vos salariés peuvent travailler bénévolement? Alors, dans un premier temps, Geneviève, tu vas peut-être nous entretenir des éléments et des questionnements qui se posent concernant les programmes fédéraux. Oui, exactement. Alors, dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup d'actions au niveau du gouvernement provincial. Dans les dernières journées, il y a eu beaucoup de développement au niveau fédéral. Alors, le premier programme dont je voudrais vous entretenir, c'est le programme fédéral de subvention salariale aux entreprises. Ce programme-là a été lancé, en fait annoncé vendredi dernier. L'objectif de ce programme-là est de libérer des fonds de façon massive par le gouvernement fédéral directement aux entreprises. Donc, plutôt que de mettre à pied des salariés, on incite vivement les employeurs à garder à leur emploi les salariés malgré la crise de la COVID-19 et le gouvernement va subventionner directement les salaires de cette façon-là. Alors, on va libérer un peu l'assurance emploi qui est surchargée présentement et le programme va être géré par Revenu Canada. Alors, les entreprises, en fait, c'est toutes les entreprises qui pourraient être admissibles à ce programme-là. Au départ, vendredi, on parlait de certaines PME qui pouvaient être admissibles, mais lundi dernier, Justin Trudeau a élargi de façon notable l'admissibilité au programme en disant que ça peut être toutes sortes d'entreprises, peu importe le nombre d'employés. Ça va aussi s'appliquer aux OSBL. Maintenant, pour être admissible, il faut que l'entreprise puisse démontrer une baisse de revenus de l'ordre de minimalement de 30 %. Maintenant, comment on va démontrer ça, les chiffres, etc., et sur quelle période? Évidemment, on va se référer
Ça reste à voir dans les détails qui devraient annoncer dans les prochaines heures probablement. Et pour vous donner une idée de l'ampleur des questionnements qui se posent, ayez à l'esprit qu'ici, ce n'est pas une situation où on passe par l'assurance emploi, comme Geneviève vient de le mentionner, mais plutôt une situation où ce qu'on va voir, c'est que vous, employeurs, allez payer directement vos salariés et allez réclamer des montants. Donc, le niveau de complexité est tout autre. Le gouvernement est certainement habitué à envoyer des chèques d'assurance emploi. Il n'a pas l'habitude de participer à la paye des salariés. Alors ici, ça soulève. Donc, ce matin, la dernière nouvelle qu'on a appris au niveau de la mise à jour et avec les suivis qu'on a fait même tard en soirée hier soir, c'est qu'il y a même possibilité que ça requiert de la législation. Alors aujourd'hui, le Premier ministre va donc donner d'autres éléments. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous communiquer au fur et à mesure, et dans certains cas, les mesures en tant qu'on est capable d'anticiper l'information. Alors, dès qu'on l'a, on va l'échanger avec. Effectivement, il devrait y avoir une conférence de presse normalement aujourd'hui par Bill Morneau, entre autres. Alors, si je reviens aux éléments, donc ce serait 75% des premiers 58 700 de salaire par employé qui pourraient être subventionnés, et ce pour une période de 3 mois qui pourrait être rétroactive au 15 mars dernier. Maintenant, c'est les employeurs qui vont faire. D'où l'importance de documenter, hein, puisque c'est possible, étant donné que c'est rétroactif, que vous soyez en mesure de faire la démonstration des exigences. Et c'est l'employeur, donc, qui doit faire cette demande de subvention-là, et est optionnelle, évidemment. Donc, si vous n'avez pas besoin de cette subvention, tant mieux. Mais c'est l'employeur et non le salarié qui va faire cette demande-là. Le premier ministre, lundi, a bien mis en garde toutes les personnes qui voudraient tenter d'abuser du système. Donc, même si le programme va être très, très généreux, ce n'est pas un bar ouvert. En termes d'abus, on pourrait penser, par exemple, à des entreprises qui voudraient faire un remaniement suspect de leur chiffre pour arriver à une baisse de revenus de 30 ou encore un employeur qui va demander la subvention, mais plutôt que de la retransmettre ensuite à ses employés sous forme de salaire, qui retiendrait l'argent pour lui. La question qui est posée, donc on en voit apparaître plusieurs, on vous encourage à continuer à les lire, on les voit apparaître à l'écran. Quand un salarié est déjà en mise à pied, l'employeur demande, c'est l'employeur qui demande ça, est-ce que je peux le rappeler pour avoir droit à la subvention? Alors évidemment, comme Geneviève me mentionnait, étant donné que ce qui est annoncé, c'est que ça va être rétroactif au 15 mars, bien évidemment, ça vise cette situation-là. Notez à l'esprit que ce qui va être l'élément important, ça va être la baisse de revenus de 30 et plus. Le gouvernement, ce qu'il veut faire, c'est injecter de l'argent dans l'économie, un, et deux, il ne veut pas que les liens d'emploi soient rompus. Alors, s'il y a une façon par laquelle vous êtes en mesure de conserver ce lien d'emploi, c'est ce qui est recherché par le gouvernement. Tout à fait. Maintenant, le deuxième programme, la prestation canadienne d'urgence. Alors, mercredi dernier, il y a eu sanction de la loi concernant certaines mesures en lien avec la COVID-19. Cette loi-là modifie en fait un paquet de lois fédérales et édicte notamment la loi sur les prestations canadiennes d'urgence. Essentiellement, les prestations canadiennes d'urgence sont demandées par des individus et non des entreprises comme l'autre programme de subvention salariale. Et on va y aller en bloc de 4 semaines. Alors, à chaque 4 semaines, jusqu'à un maximum de 16 semaines, donc la personne devra démontrer qu'elle n'a pas eu d'emploi, qu'elle n'a pas pu fournir sa prestation de travail pour une durée minimale de 14 jours consécutifs et que durant cette même période de 14 jours-là, n'a pas eu de revenus d'emploi. On parle de revenus d'emploi ou encore de revenus d'une personne qui travaille à son compte. Fait élément à mentionner aussi, la personne ne doit pas recevoir d'assurance emploi. Alors, exemple, les travailleurs autonomes, c'est vraiment des bons candidats à ce type de programme-là qui, normalement, ne recevraient pas de prestations d'assurance emploi. La mesure pourrait donner 2 000 $ par mois à chaque personne, qui serait un revenu imposable. Maintenant, les modalités de l'imposition restent à être déterminées. Donc, c'est important pour les employeurs qui ont des gens qui leur rendent des services à contrat, forfait, à la pige. C'est important que c'est une façon de sécuriser ces ressources humaines et leur dire qu'il y a quand même une source de revenus qui va leur être versée sous peu. C'est très vaste. Dans l'admissibilité au programme, c'est-à-dire qu'on parle
d'avoir comme soit cessé son emploi ou de ne pas pouvoir fournir sa prestation pour des raisons liées à la COVID. Donc, la personne pourrait être malade ou la personne pourrait, exemple, prendre soin d'un proche parent ou encore d'un enfant, etc. Donc, les critères sont assez vastes. Cette loi-là dont je vous parlais, la loi concernant certaines mesures en lien avec la COVID-19, apporte aussi des modifications au Code canadien du travail. Je veux quand même les mentionner pour nos entreprises fédérales. Alors, il introduit l'article 239.01 du Code du travail est introduit. Alors, on parle ici d'un congé lié à la COVID-19. Le gouvernement fédéral en fait emboîte le pas à certaines législations provinciales au Canada qui ont introduit des congés liés à la COVID-19, même des États aussi américains qui ont introduit tout récemment ces congés-là. Alors, on parle d'un congé de 16 semaines maximum. La durée peut être prolongée par règlement. Et c'est pour un employé qui n'est pas en mesure de travailler ou qui n'est pas disponible pour travailler pour des raisons liées à la COVID-19. Encore une fois, très, très vaste comme type de... Puis ça vise les entreprises fédérales. Oui, exactement. Donc, le salarié va simplement aviser par écrit son employeur qu'il ne peut pas travailler pour des motifs liés à la COVID et indiquer la date prévue de son retour qui pourrait être modifiée selon les circonstances. Ce que je veux porter à votre attention, par contre, c'est que dans cet article-là, on a prévu une interdiction très stricte, notamment de mettre à pied ou de congédier l'employé qui prend un tel congé. En fait, cette interdiction-là va viser non seulement celui qui va prendre un congé, mais qui a même l'intention de prendre un tel congé. Ça va faire des beaux débats au niveau de fardeau de preuve, éventuellement. Notez qu'il y a certaines provinces ont adopté des dispositions similaires. On n'en a pas au Québec. Il faudra être vigilant parce qu'il y a évidemment une faille manifeste dans la loi. L'employeur ne peut même pas faire une preuve que ce n'était pas à cause de ça qu'il a procédé à la fin d'emploi. Comme on va avoir habituellement, même par exemple, lorsqu'il y a des présomptions en matière d'activité syndicale, au moins l'employeur peut démontrer que ce n'est pas les raisons liées au motif syndical, par exemple, qui a dû faire son emploi. Une autre question que je pourrais revenir, c'est est-ce que l'employeur doit payer le 25%, je recule un peu en arrière, oui. Est-ce que l'employeur doit payer le 25% quand... pour le programme salarial. Oui. Alors, à ce moment-là, évidemment, on dit que le gouvernement va verser jusqu'à 75% avec un cap de 58 700 $, mais est-ce que l'employeur, lui, doit verser l'autre 25%? Comme je vous disais, le gouvernement a fait l'annonce, a fait le communiqué de presse et après ça a réalisé qu'il y a des enjeux importants qui se posent, entre autres, avec la loi la loi de l'impôt sur le revenu, qui sont problèmes. Et il y a même possibilité ce matin qu'on fasse un rappel du Parlement pour devoir passer ce programme, pour nous dire un peu les éléments de complexité. Mais je m'aventure certainement à vous dire ceci, non, parce qu'évidemment, ça serait contre ce qui est annoncé pour le projet. Le programme, il vise à faire en sorte qu'on maintienne le lien d'emploi et que l'employeur verse directement de l'argent. Donc, ça voudrait dire que les gens pourraient avoir une baisse de revenus et qui serait en ligne avec le maximum de 75% qui est visé. Mais qui serait différente quand même d'être sur l'assurance-emploi, je vais pouvoir conserver son lien d'emploi avec l'employeur. Donc, modification au Code canadien, donc j'ai dans noter une faille importante de la loi. On verra si ça sera corrigé prochainement. Maintenant, au niveau des mises à pied et des licenciements. Bon, alors la question qui se pose, c'est la suivante. C'est que les employeurs nous demandent, est-ce que je dois faire une mise à pied ou je dois faire un licenciement? Allons-y tout d'abord avec les concepts. Une mise à pied, c'est la suspension temporaire du contrat de travail. Qu'est-ce qu'on suspend? Chacune des parties. L'employeur n'est pas tenu de donner du travail et l'employé n'est pas tenu de se rendre disponible. Ça, c'est suspendu. D'accord? Évidemment, la rémunération qui va avec. Le licenciement, c'est la rupture définitive du lien d'emploi. Dans les deux cas, c'est pour des raisons économiques. Donc, mise à pied, licenciement. Il arrive qu'une mise à pied soit annoncée et qu'elle se transforme en licenciement. Dans quel cas, quand la mise à pied devient permanente, à ce moment-là, on va parler d'un licenciement. Alors, que prévoit la loi sur les normes du travail? La loi sur les normes du travail, elle adresse la mise à pied pour plus de 6 mois, qu'elle assimile en quelque sorte à un licenciement. Le législateur s'est dit, quand ça fait 6 mois que vous êtes en mise à pied, à toute fin pratique, les perspectives que vous soyez rappelés sont minimes, et à ce moment-là, on l'assimile donc à un licenciement. Ça requiert un avis écrit. Il faut donner un avis écrit qui est modulé selon la durée de service, qui va donc de 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 10 semaines.
8 semaines quand on a 10 ans de service et plus. J'hésite. 10 ans de service, excusez-moi. Il n'y a pas d'avis écrit qui est requis s'il s'agit d'une force majeure. Pourquoi? Bien parce qu'évidemment, ici, ce qu'on veut, c'est qu'on avise, mais de part et d'autre, l'employeur va dire, moi, je n'étais pas au courant que ces événements allaient se produire. La force majeure, je rappelle, c'est quelque chose qui est imprévu, qui est irrésistible et qui est non imputable. Alors, si vous n'avez pas versé d'indemnité, si vous n'avez pas donné de préavis, voici ce qui se produit. C'est que dans les premiers 6 mois, il ne se passe rien. Mais après, quand la mise à pied aura duré plus de 6 mois, là, la question va se poser, est-ce que vous étiez dans une situation de force majeure? Il est possible qu'au moment où on fasse la mise à pied, on n'était pas dans une situation de force majeure et qu'au moment où on aurait dû faire un rappel parce qu'on avait prévu que la mise à pied durerait moins de 6 mois, là, il intervient des éléments de force majeure et on soit dispensé de donner cet avis ou l'indemnité compensatrice qui en tient lieu. Autre élément. Puis on avait abordé la force majeure plus en détail d'ailleurs dans le premier webinaire, là, pour voir si vous cadrez vraiment dans ce type d'exception. Voilà. Autre élément important, et celui qui apparaît au bas de la diapositive, Le délai congé du Code civil est aussi applicable. Je m'explique. Ici, ce dont on va vous parler ce matin, c'est de 3 types de préavis qu'il faut donner. Celui qui est individualisé, qui est le minimum requis par la loi sur les normes du travail, l'article 82 de la loi sur les normes du travail. Le deuxième, qui est celui de l'article 2091 du Code civil du Québec, qui, lui, est l'exigence d'un délai raisonnable. Donc, peut-être que le délai que vous donnez selon la loi sur les normes du travail, 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines, quand c'est plus de 10 ans, n'est pas suffisant parce que ça ne serait pas raisonnable dans les circonstances. Et là, on entre donc dans l'application de l'article 2091 auquel on arrive maintenant et sur lequel je voulais faire quelques mentions. Alors, dans le licenciement individuel, le Code civil du Québec, à l'article 2091, prévoit donc cette exigence d'un délai raisonnable. Question importante ici. Est-ce qu'on peut invoquer la force majeure pour être dispensé de donner l'avis ou l'indemnité quand tient lieu du Code civil du Québec? Important, parce que si vous avez un salarié qui a plus de 25 ans de service, qui a plus de 60 ans, qui a une expertise très pointue, très limitée, la question va se poser, parce qu'à ce moment-là, ça peut faire un préavis très long, 12 mois, peut-être 18 mois dans certaines circonstances. Est-ce que vous êtes libéré de cela? La réponse, c'est un timide et très timide oui. Pourquoi très timide? Parce que vous avez une preuve importante à faire que la force majeure vous empêche de donner cet avis, ce qui n'est pas une preuve qui est évidente à faire et qui a été rarement reconnue en jurisprudence. On arrive ensuite à parler du licenciement collectif. Ici, quand on a un minimum de 10 salariés qui, pendant une période consécutive de 2 mois, ont été mis à pied pour 6 mois et plus, donc encore là, voyez-vous, mis à pied depuis 6 mois, on l'assimile à un licenciement. À ce moment-là, il y a une exigence, on va voir à l'écran quelle est cette exigence-là, c'est celle d'envoi d'un avis au ministre. Il est à noter qu'ici, vous pouvez être dispensé de cette obligation de l'envoi de l'avis au ministre dans 2 circonstances. Ce n'est plus seulement une, mais vous en avez une et une autre, qui est celle de la force majeure ou de l'événement imprévu. Ce qui est quand même un peu curieux parce que la force majeure, c'est un événement imprévu, il y a d'autres exigences. Ça doit être irrésistible et ça doit être non imputable. Ce qu'on exige de vous, cependant, c'est que s'il y a une force majeure ou un événement imprévu qui vous en empêche, vous devez donner l'avis aussitôt que possible. Donc, aussitôt que la force majeure ne vous en empêche plus, aussitôt que l'événement imprévu ne vous en empêche plus, vous devez donner l'avis au ministre. Et là, vous serez dispensé ou libéré votre obligation pour la période d'avis de licenciement collectif pendant laquelle vous n'avez pas pu le donner. Alors, la force majeure, on vous l'a indiqué, c'est imprévisible, c'est irrésistible, c'est non imputable, et on vous donne ici des distinctions. Alors, l'incendie qui
La fermeture immédiate d'entreprise, c'est une force majeure. La perte d'un contrat majeur, bien ça, c'est un événement imprévu. C'est pas une force majeure, pas nécessairement. La perte d'un client majeur, encore là, ça peut être un événement imprévu, mais ça peut ne pas être une force majeure. On parle ici de dommages moraux possibles parce qu'en jurisprudence, on a trouvé des situations où l'employeur a fait défaut de donner l'avis de licenciement collectif et dans la série de sanctions auxquelles il a fait face, il y avait aussi celle des dommages moraux parce que l'annonce subite qu'on ferme aujourd'hui, puis vous en allez, puis je suis dispensé et je ne vous donne rien, a fait en sorte qu'à ce moment-là, ça a causé des problèmes qui ont été considérés des douleurs, des inconvénients et un stress inutile aux salariés qu'on a ordonné à l'employeur de compenser. Puis si vous êtes dans une situation de force majeure ou d'événement imprévu où vous ne pouvez pas respecter le délai pour l'avis au ministre, comme dit Nicolas, vous l'envoyez le plus tôt possible, mais indiquez dans l'avis pourquoi vous ne pouvez pas respecter le délai, invoquez tout de suite la force majeure ou l'événement imprévu de décrire, plutôt que d'attendre devant éventuellement après une plainte et devant un tribunal, puis là on va devoir expliquer pourquoi le délai n'a pas été respecté. Ça manque un peu de crédibilité quand c'est fait après coup. Alors, toujours en ce qui concerne le licenciement collectif, je reviens sur un élément que je considère très important. Dans le licenciement collectif, surtout dans une situation comme maintenant, il se peut qu'on soit en situation de force majeure et qu'on ne puisse pas donner l'avis de licenciement collectif. Ce qu'on exige de vous, c'est que quand vous retombez sur pied et que là, vous êtes capable de le donner, cet avis-là, vous devez le donner parce que sinon, vous serez tenu responsable pour ce que j'appelle la période résiduelle, c'est-à-dire la période pendant laquelle la force majeure ne jouait plus et que vous auriez été en mesure de donner l'avis. Donc, si l'avis est de 8 semaines, mais que vous auriez été capable de le donner 2 semaines après, parce que ça vous a pris 2 semaines pour vous ressaisir, bien là, vous serez tenu responsable pour une période de 6 semaines. Maintenant, autre sujet, Nicolas, donc maintien de certaines opérations, les déplacements de vos salariés et les pouvoirs des autorités. Tout d'abord, maintien des opérations. Le gouvernement du Québec donc, a adopté un décret mercredi de la semaine dernière qui était à peu près conforme à ce qu'il avait indiqué sur son site Internet. Donc, on suspend les activités, mais il y a 2 exceptions qui demeurent en vigueur. La première, c'est pour tous les services qui sont prioritaires. Ces services prioritaires-là sont énumérés à l'annexe au décret, puis évidemment, cette annexe-là pourra être évoluée dans le temps. Et l'autre exception, où il pourra avoir un certain maintien des activités, c'est lorsque on va avoir des opérations minimales requises pour assurer la reprise des activités. Cette exception-là ne s'applique toutefois pas au commerce. Alors maintenant, ça va être quoi les activités minimales qui vont être requises pour la reprise des activités? Vous connaissez votre entreprise, vos opérations, vous êtes certainement, il y a un élément subjectif dans tout ça, vous êtes certainement à même de juger essentiellement ce qui devrait être des opérations minimales. Donc, je donne un exemple, si, mon collègue m'avait donné d'ailleurs hier, si vous produisez des casquettes du Canadien parce que vous considérez que les Canadiens ont des très bonnes chances de gagner la Coupe Stanley cette année, puis normalement, vous en produisez 10 000 par semaine, et que là, vous dites, ben non, je pense que mes opérations minimales seraient de 9 800, ça risque de ne pas arriver. Autant pour la Coupe Stanley et pour le fait que ça remplisse le critère, en fait. Par contre, si vous êtes dans une situation où vous opérez un golf, par exemple, ou une arena, là, il pourrait y avoir des opérations minimales qui sont requises pour, du moins, qu'il n'y ait pas de détérioration, mais également pour assurer que les activités vont être prêtes lorsqu'il y a une reprise. Vous avez donc une large part de discrétion, parce que c'est vous l'expert, c'est vous qui savez ça. L'exemple que donnait Geneviève là, de Canadien qui a la Coupe Stanley, je comprends qu'on est le 1er avril, mais c'est peut-être son poisson d'avril à elle du matin. Mais évidemment, c'était pour illustrer le fait que, dans certains cas, ça va être indéfendable de prétendre qu'on essaie de maintenir le minimal. Maintenant, au niveau des déplacements des salariés, donc la situation peut se corser actuellement et empirer là, dans les prochains jours. Au niveau des déplacements interprovinciaux, vous devez vérifier chaque province où vos salariés sont appelés à se déplacer. S'il y a des restrictions spécifiques en termes de quarantaine, de services essentiels, etc., puis évidemment d'une province à l'autre, ça varie beaucoup. En termes de déplacements interrégionaux, samedi dernier, donc il y a eu un arrêté ministériel pour restreindre l'accès à certaines régions du Québec que vous voyez à l'écran.
cette liste-là, elle est évolutive. Par contre, cette restriction-là de déplacements interrégionaux comporte certaines exceptions, à même l'arrêté. On parle notamment de transport de biens pour des services essentiels. Si vous transportez, par exemple, des masques pour les hôpitaux, les pharmacies, etc., évidemment, vous allez pouvoir vous déplacer. Et notamment, de façon importante, si votre travail est pour des services prioritaires, comme dans l'annexe qu'on avait vu au décret. Donc là, à ce moment-là, il va y avoir la possibilité de se déplacer. Par contre, si la personne présente des symptômes, elle sera interdite de déplacement. Ce que vous devez retenir, c'est que présentement, vous devrez être à préparer des documents qui vont faciliter les déplacements de vos salariés. Donc, une lettre, par exemple, qui va indiquer qui est le salarié, c'est quoi son travail dans l'entreprise, c'est quoi votre entreprise, en quoi qu'elle est un service essentiel, et donner les coordonnées d'une personne ressource la plus haut placée dans l'entreprise pour pouvoir faciliter s'il y a des interventions policières. Et on en prépare de plus en plus parce que, comme vous avez vu, les contraintes deviennent de plus en plus considérables à ce moment-là. Donc, les employeurs nous demandent souvent de préparer ce genre de documents-là. Ce qui m'amène, quand je parle de gouvernement, de parler du pouvoir des autorités. On entend parler maintenant de l'intervention de plus en plus soutenue de la police, des forces de l'ordre. Je veux vous mentionner une chose et je vais conclure cette partie-là ici. La police, là, les policiers, ce sont des agents de la paix, ils ont des pouvoirs en vertu du code criminel. Ils ont aussi des pouvoirs en vertu des règlements municipaux et de certaines lois provinciales. Mais la police, là, ça ne rentre pas dans une usine, puis ça ne commence pas à dire à quelqu'un qui travaille pas. On n'en est pas rendu là. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, il faut prévoir que si c'est une étude épidémiologique qui est faite par le directeur de la santé publique, il a le pouvoir, lui, d'obtenir des injonctions de la Cour du Québec. Si c'est un arrêté de la ministre, dans ce cas-là, ils ont le pouvoir d'obtenir une injonction de la Cour supérieure du Québec. Il y a une question de juridiction qui se pose là-dedans. Et sur la base de ces injonctions-là, là, on pourrait demander à la police de faire respecter les ordres qui sont contenus dans ces injonctions-là. Mais, soyez assurés, on n'est pas rendu à une situation où les policiers se présentent, comme je disais, dans une usine. Je dis bien une usine parce que si c'était dans un restaurant, comme je disais, il y a des lois provinciales, la loi sur les permis d'alcool, et les policiers ont un rôle à ce moment-là pour faire respecter cette loi-là. Donc, le résumé que je viens de faire et qui se termine en bas, il y en a la mention d'outrage au tribunal. Donc, s'il s'agit d'une injonction et qu'elle n'est pas respectée, évidemment, il y a toutes les sanctions prévues à l'outrage au tribunal. À la deuxième, plus la mention manu militari, les policiers ne rentrent pas là-dedans. Et je prends l'exemple toujours de l'usine et commencer à sortir des salariés de l'usine. Ça, ce n'est pas des pouvoirs qui sont prévus. Maintenant, un mot pour vous sensibiliser au fait que même lorsqu'il y a une période de mise à pied, vos salariés sont toujours soumis à une obligation de loyauté qui est prévue dans le Code civil. Donc, cette obligation-là peut prendre différentes formes. Donc, je vous ai mis là, à l'écran certains exemples, donc des comportements malhonnêtes envers l'employeur, par exemple des comportements frauduleux, par exemple, que la personne soit toujours à l'emploi, actif, qui se présente au travail versus qu'il soit mise à pied, ça ne fonctionne pas plus, ça peut être une infraction à son obligation de loyauté. Toutes les informations confidentielles, évidemment, les personnes qui sont mises à pied, qui ont des informations confidentielles, qui vont les utiliser, qui vont les partager, c'est une violation de leur obligation de loyauté. Et vous, comme employeur, vous pouvez définitivement intervenir, même si la personne est en période de mise à pied. À cet égard-là, lorsque vous mettez à pied les personnes, définitivement, un rappel de leur obligation de loyauté, de leur obligation en matière de confidentialité peut certainement être utile. Moi, je voulais conclure en vous disant une chose. On a cherché à intégrer vos questions le plus possible. On a cherché à intégrer vos questions le plus possible aux éléments de présentation. Il y en a un certain nombre qu'évidemment on n'a pas pu adresser. On vous invite à nous les adresser par courriel, ça nous fait plaisir de vous répondre. Une question importante qui se pose dans l'évolution de la crise et de l'urgence liée à la COVID-18, c'est les salariés qui veulent revenir au travail ou qui veulent faire du travail, mais qui veulent le faire bénévolement. Je m'explique. C'est pas une situation où les salariés disent, ben moi, je vais travailler comme, j'aime mieux, je suis à l'assurance emploi, j'ai rien à faire, je veux faire mon travail comme si rien n'était. Souvent, c'est des situations où le salarié veut soit prendre de l'avance,
soit organiser ses lieux de travail, soit faire des éléments de révision ou quoi que ce soit entreprendre un projet qui peut-être pourrait aboutir sur quelque chose d'utile. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est ceci, c'est que vous devez documenter cette situation-là. Vous ne pouvez pas simplement faire une entente à la va-bien et espérer que ça ne pose pas de problème, parce que si ce n'est pas le valide, et la loi, elle permet le bénévolement, mais ça doit être du véritable bénévolement. Si ce n'est pas véritablement du bénévolat et que c'est une façon de faire de travailler des gens pour rien, mais plus tard, vous allez être poursuivi, vous allez être tenu de payer le salaire. L'assurance-emploi, elle n'interdit pas aux gens de faire du bénévolat, pourvu que ça ne les empêche pas de chercher du travail, mais dans les circonstances actuelles où le taux de chômage augmente à tous les jours, évidemment, la préoccupation se pose. Merci. Puis, nous faisons la place à notre présentatrice. Donc, merci à tous. En effet, vos questions, elles étaient très nombreuses. Je vous invite à ceux qui n'étaient pas présents aux 2 premiers webinaires d'aller les consulter. J'ai eu des questions à cet effet-là, savoir où est-ce qu'on pouvait les trouver. Ils sont sur le site web de BCF, sur notre page LinkedIn. Il y a eu plusieurs questions qui concernaient la force majeure. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents, la partie 1 adresse plusieurs de ces préoccupations-là. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Et donc, je vous demande aussi d'être à l'affût de nos communications pour ce qui sera nos prochains webinaires. Et j'en profite pour remercier notre équipe technique ainsi que toute notre équipe en droit du travail à Montréal et à Québec qui ont tous collaboré pour la préparation de ce webinaire. Merci. Merci.